Alors, on y va. On y va, je fais le code. Ouais. Ok. Ah bah, j'ai pas fait le code et ça a marché. Oh, mais bonjour. Je me suis dit, c'est magique. Vous êtes sauvés parce qu'il y en a encore une autre. Merci beaucoup. Pas mal le mec. Ouais. Bon, c'est pas presque qu'on peut pas draguer. Alors, on y va. D'autant plus que ce matin, je suis au taquet sur ma tenue, parce qu'il se trouve que je m'apprête à pousser la porte de l'agence de la Papesse du Loup, mais pas seulement. La première invitée de notre saison 2 est franco-brésilienne, ex-mannequin. Elle a été élue animatrice préférée des Français et a fêté ses 20 ans de carrière en télé. Elle est aussi et surtout conseillère en images et vient en plus de lancer sa marque de maquillage vegan. Bonjour, ça va? Chantez. Ça va et vous? Oui, ça me fait très plaisir. Vraiment. L'énergie, ça me fait trop plaisir. Vraiment. Quel bonheur cette énergie. Eh bah, enchantée. Enchantée. Vraiment. Ouais. Et ça va être sympa ce qu'on va faire. Magnifique! Cristina Cordula l'est, incontestablement. Mais c'est ce qu'elle dégage qui impressionne le plus. À 60 ans, elle possède une force, une joie de vivre qui la font irradier et qui se situe bien au-delà de l'apparence physique. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est mon agence. C'est votre, voilà. Exactement. C'est ici que je travaille avec mes clients. C'est-à-dire, j'ai fait mes premiers rendez-vous et après, tout se passe à l'extérieur. Attends, je vais prendre un petit verre d'eau. Ah là 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 là. Christina, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup et je suis ravie de votre invitation. Je connais ce que vous faites, vous invitez que des femmes qui sont chouettes et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur vraiment. D'abord, merci de nous dire ça, c'est très gentil, mais pourquoi vous avez accepté ce podcast qui n'est pas simple? C'est pas simple de parler de son intimité, de la ménopause, de l'âge, de la vieillesse, de tout ça. Mais parce que c'est le moment de parler de ça, quoi. Il faut arrêter avec ces agismes. C'est pas possible que les gens pensent qu'une femme de 60 ans, c'est fini. C'est pas possible parce que la vie, on a encore quelques années devant nous, donc on va pas mourir là à 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Il faut vivre bien. C'est pas possible qu'une femme de 50 ans, elles sont remerciées de leur travail parce que, soi-disant, elle est vieille. On n'est pas vieille, on n'est pas le mot vieux. Ça n'existe pas. On est en pleine forme, on est des femmes matures, on est en pleine forme, on a une vie sexuelle, on a plein de choses dans la vie, on a la pêche. C'est pas possible de nous catégoriser comme si on était fini. Mais c'est même vexant. C'est terriblement vexant. Et alors, votre maman, j'ai vu que votre maman était sociologue. Oui. Et elle, évidemment, elle s'intéresse à la société et tout ça. Oui. Est-ce qu'avec vous, elle vous a justement fait passer des messages comme ça importants sur cette société, sur le regard? Ah, bah, bien sûr. Déjà, ma mère, elle était, à mon époque, moi petite, ma mère, sur les femmes. Elle était une femme avant-garde parce que elle a déjà, moi, dans les années 70, mes parents se sont divorcés. Et au Brésil, pays catholique, dans les années 70, un parent divorcé, c'était la honte. Moi, je me souviens que j'étais la première enfant à l'école à être fils de divorcés. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Et ma mère, elle m'a donné l'exemple qu'elle a dû refaire ses études parce que ma mère, quand elle se mariait, elle a arrêté de travailler pour être femme au foyer. Parce que ça se faisait ça dans les années 60. Donc son diplôme était plus valable. Donc elle a réétudié et elle a eu de son diplôme pour reprendre son travail, pouvoir travailler, pouvoir... Quel exemple! Oui. Donc ça, pour moi, c'est un exemple énorme et elle m'a toujours dit, il faut que tu dépendes des personnes. Personne ne dépend des personnes. Donc ça, déjà, c'est un grand message. C'est énorme. Voilà, énorme. Très féministe. Très féministe. Est-ce qu'elle vous avait parlé de la ménopause? Vous savez que j'ai un souvenir là tout d'un coup en parlant de ça, c'est que une fois ma mère m'a dit un truc, je sais pas, j'ai dit de la ménopause et tout, j'ai parlé des envies, de ma vie sexuelle avec mon compagnon, avec mes chéris, bon, enfin bref, les hommes et tout ça, et elle m'a dit, tu sais Christina, mais ça pour moi c'était une surprise comme ça. Tout ça, c'est une question d'hormones. C'est-à-dire que tu es en train de me dire qu'après que je vais avoir la ménopause, je vais plus avoir une vie sexuelle. Parce que
quelque chose, c'est pas possible. Elle a dit, non, tu vas avoir moins envie de le faire, mais c'est pas une catastrophe, c'est tout naturel. Tout naturel. Mais c'est pas que tu n'as pas une vie sexuelle, c'est pas non plus que tu deviens une personne, mais cette envie, que quand on est jeune, on a envie de, ça y est, on me touche, ça y est, j'ai envie, voilà, de faire le sexe et tout ça. Et tu verras qu'avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui s'assagissent. Tu verras. Tu vas avoir moins envie de sortir. Tu vas avoir moins envie d'essayer de ça. Je dis, mais c'est boring! Mais ça m'a déçu, le truc! Et en fait, je peux vous dire que c'est pas ça du tout. J'ai l'impression que c'est un peu le contraire chez vous. Je veux vous dire que c'est pas ça du tout. Ma mère, elle s'est trompée peut-être avec elle, c'était comme ça. Mais moi, j'ai une énergie de dingue. J'ai fait beaucoup d'exercices. Je fais 4 fois par semaine de l'exercice. Donc, je vais vous dire que je suis pas plus fatiguée. Quand vous dites je fais 4 fois par semaine de l'exercice, c'est quoi vos exercices? On va en reparler après, mais... Je fais 2 fois par semaine du pilates et 2 fois par semaine, je fais de la danse. 1h30 de danse à chaque fois. Donc, vous faites 3 heures. De la danse? Moi, j'ai après danse avec les stars, ma chérie. Ah, mais oui. Je vais vous dire que j'ai tombé amoureuse de la danse du salon. Et ça m'a fait tellement du bien, ces trucs. Et je me suis dit qu'avec mon corps, je pouvais faire plein de choses que je pouvais pas savoir que je pouvais faire. Ça m'a fait dépasser, c'était un dépassement de soi. Et que je continuais à faire la danse du salon. J'adore la danse du salon. Avant, je trouvais ça un peu ringue. Mais j'adore ça. J'adore le cha-cha, la rumba, magnifique, mais oui. le tango. Oh là là, j'adore. Et c'est 1h30, c'est super parce que pendant cette 1h30, je pense qu'à ça. Donc, c'est une thérapie. Ça travaille ma mémoire parce qu'il faut apprendre les chorégraphies. Parce qu'en fait, quand on vieillit, on perd la mémoire. Et ça, c'est pas bon. Moi, je lutte contre ça parce qu'en fait, c'est un exercice. La mémoire, c'est un muscle. Il faut travailler. Parce que si on se laisse faire, tout le monde vieillit. Mais il faut quand même, comme dit mon dermatologue, tromper la vieillesse. Ça veut dire que si on se laisse faire, bien évidemment, on va avoir des problèmes de santé, on va être mal au genou, mal ci, mal ça. Mais si, au contraire, je fais des exercices, que je travaille ma mémoire, je suis en train d'être en forme. Et alors, juste avant de parler de ça, vous parliez quand même de l'énergie, de la puissance et du sexe. Et qu'en fait, c'était pas du tout arrivé ce que votre maman vous aviez dit, c'est tout le contraire. Vous êtes en pleine puissance. Moi, je suis en pleine puissance, au contraire. J'ai mon appétit sexuel, j'ai une vie sexuelle. Je suis pas plus fatiguée qu'avant. C'est juste que j'ai des autres envies. Ça, elle a raison. J'ai des autres envies. C'est-à-dire que moi, plus jeune, je sortais tous les soirs. Tous les soirs. Et je pouvais faire nuit blanche et le lendemain, paf! Ouais. Et pas de problème. J'ai plus envie de sortir, mais c'est une question d'envie. C'est pas je me force. C'est pas que je me force, c'est que j'ai pas envie. J'ai des autres intérêts. J'ai envie de rester chez moi. J'adore chez moi, m'en occuper de chez moi, de faire des choses. Et puis j'ai une vie sociale. Je sors certes, mais c'est pas tous les soirs. C'est pas tous les samedis. C'est obligé. Mon fils tous les samedis, il sort, il boit et machin. Mais bon, il a 30 ans. Moi, à 30 ans, c'était comme ça. Maintenant, j'ai des autres envies, mais je suis une femme avec pleine santé sexuelle, une vie sexuelle. J'aime l'attraction avec mon mari, je veux le plaire, j'ai envie qu'il me plaise, il y a une séduction. Rien de ça est mort. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie, je sais pas moi, de mettre des décolletés, des machins, des mini-jupes, machin. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une autre. Le temps, il change, la mode, elle change. J'ai envie de m'habiller différemment et c'est très bien. C'est bien de ne pas être pareil tout le temps parce que sinon, c'est boring. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit je suis en ménopause ou en préménopause? Oui, ça c'est très simple. Hein. Ma mère, elle est décédée, j'ai rentré en ménopause. Paf. Moi aussi. Non, mais moi aussi, j'ai eu ça. Moi, ma mère est décédée. J'ai même pas eu je me suis pas souvenue de préménopause. J'ai pas ressenti, en fait, de symptômes de préménopause. C'est quand elle est décédée, le lendemain, j'étais en ménopause. Voilà. Donc, là, imaginez quand vous dites ça, j'avais pas les règles, j'allais imaginer quoi. Elle a dit, vous êtes en préménopause, mais ça existe à cause d'un choc, machin, non. Donc, les chaleurs, les machins, jamais eu ça. Donc, vous avez eu? Moi, j'ai tout eu. Vous avez rien eu? Rien. Mais c'est dingue! J'ai eu rien. C'est-à-dire que, la semaine,
Je n'ai pas eu mes règles. Je suis allée chez la gynéco. Elle a dit, bon, bah, écoutez, on regarde, peut-être c'est un choc avec votre maman. Regarde ma chance, après ça peut retourner. Et les trucs retournaient, parfois ne retournaient pas et tout et tout. Elle a dit, bon, vous êtes en préménopause, ça arrive et tout. Et puis tout d'un coup, paf, ça durait un an, cette histoire d'avoir des règles, pas des règles. Puis après, paf, j'avais 47 ans, je crois. 46 ans. Et ça vous a... J'étais jeune, 45 ans. Et vous n'avez pas eu de... Oui, c'est jeune. Et vous êtes pas... Il n'y a pas eu des changements d'humeur? Vous sentiez pas mal dans votre peau? Je crois pas. Des doutes? Non. Je crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est pour dire que la ménopause, aujourd'hui, quand les filles disent, oh là là, je vais être la ménopause, quelle horreur, parce que les femmes, elles ont peur. Je dis, mais ma chérie, mais c'est magnifique! Ne plus avoir tes règles, t'imagines? Aïe, mal au ventre, je suis gonflée ici, machin, et des douleurs. Par contre, avant, quand j'avais mes règles, j'avais mal au ventre, j'étais ballonnée, et on n'est pas bien, non. Ne plus avoir les règles, pour moi, c'était très bien. Ouais, c'était la liberté. Vous avez dit oui, génial. je voulais plus avoir d'enfants. J'avais 47 ans, je voulais pas avoir un autre enfant. C'était plus l'âge d'avoir d'enfants, de toute façon, à cet âge-là. Pour moi, je parle. Oui, bien attention. Sûr. Oui, et donc, voilà, ça m'a bien tombé. J'ai pris des hormones. D'accord. Ah oui, non, moi, je prends des hormones. Ah, quand même. Pourquoi vous êtes surprise? Non, moi aussi, j'en prends. On dirait que c'est un truc. Parce que vous avez dit, j'ai rien senti. Parce que c'est comme vous avez... Mais oui, on se demande pourquoi. Parce qu'on prend des hormones quand on ressent plein de choses. Ouais. Ah, c'est quoi ces hormones? Je savais pas, vous voyez, parce que c'est pour ça alors que j'ai rien senti. Ouais. Vous avez tout de suite, vous avez dit hormones. Non, elle m'a dit. C'est la gynéco. Hormones. Ok. J'ai dit ok. Vous savez, je faisais beaucoup confiance à cette femme parce que en fait, ma mère, quand elle a perdu son enfant, mon frère, quelques années après, elle a eu un cancer du vagin et c'était un cancer rarissime. Et c'est cette gynéco qui a découvert ma mère, et c'est cette gynéco qui a envoyé ma mère chez un bon professionnel. Et grâce à Dieu, ma mère, elle s'est guérie dans un truc rarissime et gravissime. Ma mère s'est guérie de ça. Et donc, cette femme, si elle me disait, baisse, je baisse. Si jette par la fenêtre, je me jette par la fenêtre, je rigole. Non, en tout cas, elle vous a dit, traitement hormonal. Ouais. Hormones. Voilà, c'est pour ça alors. Voyez, vous avez raison. Voilà, c'est ça. J'ai pris des hormones. Mon corps, il a commencé à changer, certes, mais je faisais attention. Je mangeais pas non plus des masses, donc et puis des exercices et des choses comme ça, quoi. Et puis après, la qualité de la peau, ça, par contre, on ne peut rien. Et est-ce que vous en avez parlé avec l'homme de votre vie? Est-ce que de ce moment-là? À l'époque, j'ai été séparée du père de mon fils, donc voilà, j'étais toute seule. Ok. Mais ça n'a rien changé. Ou est-ce que vous n'êtes pas dit, vous avez eu plus... Ça n'a rien changé, mon rapport physique avec les hommes. Hein. Ça n'a rien changé, mais vraiment rien changé. Pareil, pareil en termes d'excitation, pareil, ça n'a rien changé. Pourtant, il y a des nanas qui changent. Et il y a même, alors, dans cette émission, on aborde tous les thèmes. Donc, il y a même la sécheresse vaginale, il y a plein de trucs. Moi, à 47 ans, je ne veux pas. Je suis sûre. Je te le taquille. Comme si rien n'était. Donc, c'est ce que ma mère m'a dit, les hormones, machin. Je trouve ça a cassé mon élan sur le moment, mais après, je vous rassure que ça dépend de beaucoup de femmes. Et puis après, ça fait mal. Il y a des lubrifiants. Il y a plein de choses aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir envie. Et de toute façon, si on n'a pas envie, du coup, il faut suivre nos envies. Si on n'a pas envie, on fait pas de sexe. Il faut le faire si on a envie. Il faut pas se forcer. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des choses, au point de vue physique, qui a beaucoup changé pour vous? Ah, par contre, oui. Mais pas à 47 ans. À quel âge? Je crois que comme j'ai une préménopause, mon corps, il était encore, je sais pas vous dire. Il était en transformation. Je sais pas, ouais. Mais mon corps, il a changé avec le temps, ouais, après la ménopause. Ça, c'est sûr. La taille, elle augmente. Moi, je sais que je gagnais quand même pas mal. J'avais la ceinture hyper fine. J'avais une taille des guêpes. Et là, j'ai au moins 10 cm de plus de taille. Hein. Facile. J'ai encore une taille marquée, mais rien à voir avec comme j'étais avant. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, la qualité de la peau aussi.
Comment vous l'avez vécu faut d'abord travailler. votre taille? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a complexé comme quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, déjà, je me suis pas laissée aller. Mhm. Pour commencer, la Ça, je première suis chose. sûre qu'avec votre caractère. Là, je vais vous dire, c'est pas possible de me laisser aller. Et puis après, la qualité de la peau, ça, par contre, on ne peut rien. Là, je vais vous dire, la peau, elle devient plus, je sais pas, vous dire desséchée. Vous parlez du corps. Du corps. La peau du corps, la peau du visage. Oui. Vous voyez, c'est le corps. Ça se déshydrate, on est, ouais. Je sais pas, la peau, elle a pas le éclat, elle a pas le collagène. Hein. Voilà, elle a pas cette élasticité, ces glow, ce truc que la peau. On peut être mince, mais on sent que la peau, elle est pas, malheureusement. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux rien faire. Je vais faire ce que je peux faire, c'est-à-dire m'en occuper de ma alimentation, bien hydrater la peau, boire beaucoup d'eau, machin. Et là, comment vous hydratez votre peau? C'est la quoi, peau vous de avez- mon corps? Non, mais quand on vient vous voir, on veut tout savoir. Alors, je vous Non, mais ma je chérie- pars pas de cette salle sans avoir tous vos tips. Je vous Non, mais préviens tout de suite. le corps, quoi. Moi, je prends ma douche, j'hydrate mon corps avec des crèmes assez épaisses. Hein. Mhm. Et c'est épaisse vraiment parce que j'ai la peau fine et desséchée. Il y a des nanas, vous avez une bonne peau, par exemple. Vous avez la peau Oui. épaisse. Ça va, j'ai une peau dans épaisse. le bon. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous n'allez pas vraiment beaucoup souffrir. Moi, que j'ai encore une peau un peu comme ma mère, fine, c'est une catastrophe. Donc ça tombe plus vite, ça c'est les flasques, les machins. Donc beaucoup de l'eau. Je bois beaucoup d'eau et hydrater. J'hydrate ma peau avec des crèmes. J'hydrate déjà les pieds, la main, les pieds dessèchent, la main dessèche, voilà. Et pour les visages, alors là les visages, ma chérie, il y a plein de trucs. Alors, plein de trucs, mais on veut tout savoir. Ça veut dire quoi, plein de trucs? Bah, là, déjà, le visage, bon, l'ADN déjà, de ma mère, ça, je peux vous dire que ça, peut-être, ça m'a aidé aussi. Mais attention, j'ai commencé déjà à m'en occuper à 40 ans de ma peau, c'est-à-dire non seulement avec l'alimentation, certes, mais laser, lumière poussée, pas de soleil, protection solaire, beaucoup. Et ça déjà, comme j'étais mannequin, nous on n'allait pas au soleil en tant que mannequin, donc il fallait être blanche. Donc déjà ma peau, elle avait déjà moins de taches, moins de choses comme ça, vous voyez. Ça le soleil, c'est une catastrophe pour la peau. Mais je sais, moi j'adore quand même. Je m'y mets quand même. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore l'été, j'adore le printemps, j'adore la mer. Moi, je passe mes vacances au bord de la mer. Moi, je suis pas une fille de la montagne. Je suis carioca, je suis des Rio. Mais je me mets à l'ombre, avec ma protection solaire, avec mon chapeau. Après, je veux nager et tout. Pendant que je nage, bon, on peut rien faire. Mais quand je reviens, je me remets à l'ombre. Je lézarde pas au soleil. Je me lézarde pas au soleil. Donc ça aide énormément. Mais le soleil, c'est très néfaste. Alimentation, c'est très important. Attends, manger du sucre, c'est une catastrophe, les gars. Mais pour moi, c'est naturel parce que je ne mangeais pas ça déjà quand j'étais mannequin. Alors, pour les femmes, comme moi, par exemple, qui sont très gourmandes et pour qui ce n'est pas naturel, donc ça veut dire quoi? Votre alimentation, elle est comment? Quand on dit il faut faire très attention, vous dites moi, je mange de légumes. Si j'ai pas mes légumes tous les jours, si j'ai pas mon poisson grillé, je mange pas de la viande parce que je n'aime pas. C'est pas parce que c'est machin, ni vegan, ça n'a rien à voir. C'est que je n'aime pas le goût de la viande. Et je mange aussi du blanc de poulet de temps en temps. Mais si j'ai pas mon poisson et mes légumes, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. Là, cet week-end, j'étais en Espagne. Qu'est-ce qu'on mange mal? Mais tout est sucré, tout est un truc, tout est un main, tout est frit, tout est ci, c'est bon, mais j'étais tellement mal. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ah, mon ventre, Ah oui, vous deviez gonfler et tout. Ah, non, c'était pas bon pour moi. Donc, mon corps, il s'habitue à manger ça. Donc, moi, je mange tous les jours, je mange des légumes. Tous les jours, je mange des salades. Vous mangez pas du tout de sucre, Christina? Non, je mange du chocolat. Ah. Non, bah oui, je mange du pain aussi. C'est pour ça que vous êtes bien sympa. Je mange du chocolat, je mange aussi du bon pain. Je préfère que manger les fruits. Bah, il faut choisir, soit les fruits, soit le pain. Là, je choisis le pain et les chocolats. Vous aimez la vie quand même, vous aimez vraiment beaucoup. Mais bien sûr, j'aime boire, sauf qu'avant, je buvais beaucoup et j'ai fumé.
Vous avez fumé? Mais oui, je fumais. Non, mais pour vous dire. Avec la peau que vous avez fumé, bah dites donc. Ouais, mais bon, j'allais chez la dermato, je faisais mes lasers, je faisais enlever les taches et tout ça. Donc, c'est pas. Je faisais des trucs derrière pour avoir une peau lumineuse. Mais les fumer. Et puis, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain comme ça. C'est pas bon pour la santé, la cigarette. Ben non, pas du tout, et moi, j'ai commencé. Ça m'est trotté déjà depuis longtemps. C'est comme le lifting, il faut faire quand vous êtes préparé. Vous avez envie, mais vous n'avez pas le courage. Vous avez envie, vous n'avez pas le courage. Après, paf, un jour, vous faites. Je fais il y a 2 ans. Vous avez fait un vrai lifting ou un mini lifting? Ça s'appelle un deep plane lifting. Oui, ok. Et donc, du coup, il a tiré plutôt le cou et l'ovale, mais j'ai dit, écoute, moi, je veux un truc naturel. Déjà, le médecin, quand on voit ce qu'il fait, c'est très naturel. Et je dis, et je vais avoir mes rides, et je vais avoir mes coups fripés, mais moins fripés. Je vais avoir mon truc, mais moins qu'avant. Vous voyez, sinon, c'est pas possible. Donc, j'ai fait il y a 2 ans, j'avais 58 ans. Quand vous avez pris la décision de faire ce lifting, ou en tout cas, c'était parce que vous en aviez vraiment envie, ou c'est parce qu'il y avait vous sentiez, parce que vous étiez encore vraiment bien à la télé, une injonction qu'il fallait quand même rester jeune et si vous vouliez garder... J'ai fait ça pour moi. C'est moi qui ai envie, je voyais mon doublement, mon ovale qui tombait, j'aimais pas. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un truc un peu étrange entre l'idée de qu'on a envie, enfin qu'il faut vieillir, qu'il faut être heureuse, qu'on s'en fout de vieillir et en même temps de se faire de la chirurgie. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est un peu antinomique? Alors moi c'est que je pense qu'il faut accepter qu'on vieillit. Il faut pas essayer avec la chirurgie être jeune parce que c'est ridicule. On va pas être parce que quoi qu'il arrive, la qualité de la peau, on la perd. Donc essayer de s'étirer beaucoup, ça se voit. C'est affreux, c'est horrible. On peut pas. Maintenant, si on ne veut rien faire, tant mieux, ma chérie. Si vous êtes contente comme ça, allez-y. Moi, j'évolue. Ça me dérangeait mon cou, ça me dérangeait mon bas de visage, et puis je suis fait et je suis contente comme ça. Je pense que chaque femme, elle doit trouver son bonheur. Vraiment. L'important, c'est d'être bien dans sa peau et de soigner votre alimentation et de hydrater votre peau, de boire beaucoup d'eau, de mettre de la crème, de s'en occuper de ses cheveux. Il y a des femmes qui aiment bien avoir les cheveux blancs. Il y a des femmes qui aiment bien avoir les cheveux blancs. C'est magnifique, c'est super joli. Elles ont un joli gris. Et continuez à faire ça. Moi, pour l'instant, je fais encore la couleur. Je n'ai pas envie de me voir avec cheveux blancs. Je vais pas essayer encore parce que je pense qu'elle nous repousse. Donc, on va avoir 2 couleurs. Donc, du coup, il faut attendre. C'est un peu long. C'est un peu long. Je n'ai pas envie d'attendre ça. Mais peut-être un jour, à la retraite, je sais rien, quoi. Mais moi, je fais par rapport à mes envies. C'est pas une envie d'être jeune. C'est d'être bien et fraîche à mon âge. Et ces femmes qui veulent faire de mettre des mini-jupes, des mini-shorts, décolletés, des je sais pas quoi, de gonfler la lèvre et tout ça, ce n'est pas, vous ne rajeunissez pas. Non. C'est là qu'on voit que vous avez de l'âge, ça vieillit. Il y a une chose que vous avez dit, c'est mon corps, c'est ma maison. Ça m'a frappée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, je soigne bien ma maison. Chez moi, ça doit être magnifique. Je sais pas, c'est magnifique pour moi. Enfin bref, moi j'aime bien ma maison, tout propre, tout ci, tout ça, tout organisé, la décoration que j'aime, les trucs que j'aime par rapport à mon goût à moi. J'aime bien mes assiettes, mes machins, mon truc, mon fait. Donc voilà, chez moi, j'aime chez moi et je soigne chez moi. Mon corps, c'est ma maison. Mon corps, c'est moi. C'est moi. Mon âme, il est dedans. Mon squelette est dedans. Mon corps, c'est moi. C'est ma maison. Si je m'en occupe pas de ma maison, ça va être une catastrophe. C'est pas possible. Donc, les gens, ils doivent avoir des respects envers ma maison. Et moi, je dois avoir des respects envers ma maison, de la bien nourrir, de la hydrater, de la aimer, de la câliner, de la cajoler, d'aller moi, je vais chez une psy pour comprendre mes problèmes. Donc, pourquoi? Parce que je vais me faire du bien, parce que je vais pas poser certaines questions, parce que des doutes que je me pose, je vais pas en avoir, ou je sais pas, j'en sais rien, moi, toutes mes questions à moi que j'ai avec la psy, c'est pour s'en occuper de mon corps, de ma maison, de mon âme. C'est important parce que si vous êtes bien avec vous-même,
rien d'autre va vous chagriner. Oui, c'est vrai. Ça, si vous êtes vraiment contente avec ce que vous faites, ce que les autres disent, ce que les autres font. Après, il y a les difficultés de la vie, certes, comme tout le monde. Il y a des moments de doute, il y a des problèmes, peut-être, chacun a ses problèmes, quoi. Mais il faut faire force, il faut lutter et respecter son corps. Merci beaucoup de dire les choses comme vous le dites. Mais justement, ça me fait penser, les femmes qui viennent vous voir, quand elles viennent vous voir, vous avez l'impression qu'elles souffrent de quoi, en fait? Qu'est-ce qui ressort le plus? Le dictat de la vieillesse. Ouais. Bon, ça dépend. Je parle des femmes de 40 ans, parce que celles de 30 ans et de 20 ans, c'est ce qui ressort de plus, c'est je vais être une femme, j'ai 30 ans, je suis maman, mon corps a changé, c'était de laisser aller et je vais être toujours féminine et plaire mon mari. Et les 40 ans, c'est j'ai 40 ans, je vais pas être vieille. Mais vous n'êtes pas vieille à 40 ans. Déjà, c'est la première chose. Mais ça, c'est vraiment énervant. Hein. Même les femmes, elles souffrent. Nous, on souffre de cette pression de la société. Bien sûr. Donc, moi, merci de poser cette question. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Il est temps de changer. Et ça n'a pas complètement changé. Non. Parce que les femmes, encore, quand elles arrivent à 50 ans, elles sont remerciées de leur travail. Et ça, c'est pas possible. Mais alors, justement, les femmes dites matures, hein, entre guillemets, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles ont besoin de quoi? C'est quand elles viennent vous voir? D'être féminine, de montrer ma féminité, d'avoir un style, ça dépend de l'âge aussi, hein. Mais je vais avoir un style, être moi-même, dans l'air du temps, je vais être confortable, mais je vais pas être déguisée. Je vois plein de choses que c'est joli, mais moi, quand je mets sur moi, ça me va pas. Je vais être, je vais plaire à moi-même, quoi. Je vais être féminine, je vais plaire encore. Et c'est pas parce que j'ai 40 ans, que je vais faire 40 ans, que je vais m'habiller comme une mémé. Et la première chose que j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, l'âge la plus belle de la femme, c'est 40 ans. Donc, déjà, non. Et vous là, êtes très bien. Et là, il y a quand même, malgré tout, il y a une vraie différence entre 40 et 50. Oui, mais moi, par exemple, quand je fais 50 ans, pour moi, c'était très bien. La quarantaine, c'était un moment très difficile de ma vie. Il y a eu beaucoup de changements, des décès, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de changements. Divorcée de mon mari, mon fils il était petit, le chagrin de mon fils quand on s'est séparés, moi aussi mon chagrin, la peur de qu'est-ce que on va devenir, on a toujours peur même si tout se passe bien, mais c'est normal. Le décès de ma mère et en même temps la télé qui commençait, il y a eu de bonnes choses, hein. Oui. Il y a eu aussi des bonnes choses, c'était une année un peu chamboulée. Et l'année de vos 50? À 50 ans, à 50 ans, mais ça a été quand même bien, 50 ans. Très bien, j'ai connu mon mari. Oh, génial! Je connais mon mari, j'avais 52 ans, je crois. Et comment vous le rencontrez, votre mari? 50 ans ou 51, dans une fête. Dans une fête, des copines m'ont invité pour aller dans une fête. J'y vais, je le connais. On se veut à 4h du matin. Il m'a amené à la maison. Il aime le Brésil. Il a commencé à mettre de la musique brésilienne dans la voiture, des gens que je connaissais, brésiliens, de musique que je connaissais. On s'échange le téléphone. Deuxième fois, il m'a invité à prendre un drink, à dîner, machin. Paf, on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, à 50 ans. Donc, c'est vous dire que je dis aux femmes, ma chérie, rien n'est perdu, parce que les femmes, je connais beaucoup de femmes qui sont déprimées parce qu'elles n'ont pas de mec. Et je dis, plus vous vous mettez dans cet état-là, moins vous allez trouver. Parce que c'est pas possible de vivre votre vie en pensant que vous êtes heureuse que quand vous allez avoir un amour dans votre vie. Parce que sinon, votre vie, ça ne sert à rien d'être là. La vie, elle est merveilleuse. Vous avez un temps dans la terre, il faut profiter parce que bientôt, elle va finir. La finitude, elle existe. Donc, si vous allez perdre votre temps parce que vous n'avez pas de mec, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr. Il faut être indépendante. Vous avez vos amis, vos enfants, vos voyages, être heureuse avec ce que vous avez. Je sais qu'il y a une solitude, mais ça vient. Il
Est-ce qu'il y a des vêtements quand même qu'on mettrait, parce que je profite de vos conseils, qu'à 50 ans, qu'à partir de 50 ans, vaut mieux ne pas mettre. Est-ce qu'il y a un vrai changement ou est-ce qu'on peut tout porter, à part la mini-jupe justement dont on parlait, ou le très gros décolleté, ou la très grosse bouche qu'on va pas se faire chez un médecin esthétique. Bon. Moi personnellement, je trouve que c'est exactement ça qu'il faut pas. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on s'habille comme on veut, comme on a envie. Il n'y a pas des interdits, mais quand même, je pense que la mini-jupe, à partir d'un certain âge, c'est pas très élégant. Je parle de la mini-jupe, sans collant, sans rien. On était à la plage. Maintenant, si vous avez des belles jambes et que vous mettez une jupe genre mi-cuisse et que vous avez un collant opaque et des bottes, c'est très sympa. Donc tout dépend de comment on fait. Moi je pense que si on est après un certain âge, si vous êtes trop maquillé, ça vieillit encore plus. Donc il vaut mieux faire plus naturel, plus léger, plus léger. Avoir parce que le maquillage il vieillit. Hein. Ça marque, ça peut très facilement marquer. Ça vieillit. Fond de teint ou pas fond de teint après 50 ans? Alors. Moi je dis, moi j'ose, mais alors que c'est pas moi j'en mets pas. Mais vous? C'est très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai un fond de teint. Mais pour tous les jours, pour une femme de tous les jours, d'accord, c'est juste avec les correcteurs, vous pouvez faire un beau maquillage. Vous utilisez, excuse-moi de faire de la pub, mais c'est vrai, bien sûr. Mon embellisseur de teint, qui s'appelle C'est la base, de Magnifique, extraordinaire. Vous faites votre soin du matin, mettez votre crème pour les visages, les contours des yeux et tout ça, et après vous mettez l'embellisseur de teint, que c'est comme un primer, que vous pouvez utiliser tout seul. Donc vous allez voir qu'il a des particules qui vont donner du glow. Votre peau, elle va briller, va donner du glow parce qu'on a besoin du glow. Et vous mettez que ça, et après avec le correcteur, vous faites zone T, aide du nez, les serres, on tapote. Après vous mettez un coup de blush, un coup de mascara et un pomme couleur, et vous avez déjà bonne mine. La chose la plus importante de maquillage, c'est le teint. Si vous avez le teint grise mine, vous êtes fatigué, c'est vieillissant, c'est pas frais. Moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, à 2 reprises, vous avez dit quand même, c'est pas normal, à 50 ans, il y a des femmes qui perdent leur travail. Moi, j'ai l'impression que, Christina, que vous êtes quand même aussi très militante, très engagée. Je suis pas là, je suis engagée pour les femmes, mais attention, je suis féministe, mais je suis pas non plus, j'aime pas les extrémistes. L'extrême, pour moi, ça me va pas. Donc, je suis féministe, je lutte pour nos droits, et je trouve qu'une femme qui me disent que sinon je peux du mon travail, je cherche un autre, si tu sais quelque chose, je suis la première à dire, maintenant, ça va être dur pour qu'elle trouve, parce que c'est la réalité. C'est pas possible, ça. Il faut que la société, elle change. Parce qu'une femme de 50 ans, c'est génial, parce qu'elle a du kilométrage, elle connaît son métier, c'est une excellente personne. Et c'est bien de travailler avec des jeunes et avec des gens plus âgés aussi. Il faut un mélange entre deux. Vous voyez? Et puis j'entends aussi beaucoup de jeunesse qui sont très impertinents. Vous voyez, que voilà, regarde la vieille et ce qu'elle dit et tout ça, je vois ça sur TikTok et tout ça. Et ça, c'est un manque de respect, quoi. Bien Donc, sûr. La société, elle doit pas être comme ça. C'est tabou avec l'âge. J'ai commencé à sentir ça, la pression de la société sur ça. Je commençais à sentir à partir de 50 ans, même si j'étais très bien et si je suis bien, mais je trouvais ça en absurde. Vous, on vous a jamais dit, bon non, Christina, là, t'es trop âgée. Mais je pense pas qu'ils disent ça aux femmes comme ça, hein. Je dis qu'ils juste remercient les femmes et puis c'est tout, hein. Et c'est pour ça que moi j'ai mon propre travail, parce que comme ça je dépends de personne. Vous voyez, c'est aussi ça. Mais je vais dire à toutes les femmes qu'il faut vraiment être le porte-parole de tout ça, de dire haut et fort que à 60 ans, à 50 ans, on n'est pas vieille, on a une vie tout à fait normale, qu'on a la pêche, qu'on est heureuse, qu'on a envie de vivre, qu'on sait de plus en plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On se pose plus de questions comme on est jeune. Donc on sait, on est plus stable, mieux dans sa tête, et que soyez vous-même, quoi. Il faut parler haut et fort. Moi, je ne suis pas vieille, je suis bien dans ma peau, j'aime bien m'habiller, j'ai une vie sexuelle, j'ai un mari ou pas, j'ai mon travail ou pas, j'ai mes envies, j'ai mes choix, et il faut suivre ça, parce que il faut pas s'influencer
parce que les autres disent et parce que l'autre il fait comme ça, il faut que vous faites pareil. Il faut absolument pas faire ça. Il faut vraiment être vous-même, quoi. C'est difficile parce que la pression de la société, elle est très forte, mais il faut vraiment, si on n'est pas tout à faire ça, ça va pas fonctionner. Donc c'est à nous tous de dire non mais attends, arrêtez, je suis pas, je sais que dans le tous les jours et pour une femme qui n'est pas médiatisée, c'est plus difficile à dire, mais il faut dire, il faut penser déjà. Il faut être un bloc, en fait, c'est ça. C'est que moi qui parle, ça ne sert à rien. C'est faut être tout le monde ensemble. Bien sûr. Non, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi, ma chérie. Merci à vous. On a beaucoup appris. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, écouter Christina, ça m'a donné une furieuse envie de vivre. Et en ce début de saison, j'avais aussi envie de vous faire un petit plaisir en invitant un expert, un homme que je suis assidûment et que j'adore, Baptiste Beaulieu. Et je sais, je ne suis pas la seule à beaucoup l'aimer. J'avais très envie de connaître son regard sur la ménopause, alors je l'ai appelé et la première question que je lui ai posée, c'est: y a-t-il des cours sur la ménopause à la faculté de médecine ? Alors, c'est une très bonne question que vous posez, parce que tout simplement, pour tout vous dire, c'est un épiphénomène au cours de nos études, c'est-à-dire que la ménopause, on va en parler, mais comme on va parler de l'andropause, comme on va parler de différents désordres endocrinologiques chez l'homme ou la femme, mais on va pas lui accorder une place spéciale. Ce qui, effectivement, quand on y réfléchit, est une aberration totale dans le sens où, bon, ça concerne quand même la moitié de la population, et puis surtout, pour des futurs médecins, c'est-à-dire pour des étudiants qui sont là pour acquérir un savoir, il se passe tellement de choses passionnantes dans le corps des femmes, bien plus que dans le corps des hommes. Et pourtant, ça reste quand même le corps des hommes qui est l'étalon de base au cours de nos études de médecine. Hein. Mais oui, la ménopause, c'est un cours parmi d'autres dans nos précis d'endocrinologie à l'école de médecine. De quelle façon y êtes-vous confronté au quotidien en tant que médecin ? Moi, je vois qu'au cabinet médical, il y a des femmes nombreuses qui viennent avec ce qu'on appelle des troubles climatériques, des bouffées de chaleur, des difficultés à retrouver leur souffle, une fatigue intense, des troubles du sommeil, puis qui sont en périménopause, effectivement, souvent. Mais on a un arsenal thérapeutique pour soulager les symptômes chez ces patientes. Cependant, moi, si je peux me permettre d'attirer l'attention des auditeurs sur ce sujet, c'est quand même aberrant de se dire que ces symptômes touchent peu ou prou la moitié de la population, qu'ils sont parfois très handicapants, très lourds, et pourtant que l'arsenal thérapeutique dont on dispose est encore quand même beaucoup trop kiki. Quand on voit qu'il existe des dizaines et des dizaines de molécules pour raviver, prolonger, activer le désir masculin, l'érection masculine, lutter contre l'impuissance masculine, mais qu'on dispose que de 2 ou 3 molécules anti-inflammatoires spécifiquement faites pour les douleurs de règles, par exemple, ou de quelques spécialités spécifiquement faites pour les troubles du climatère, les bouffées de chaleur en périménopause, on se dit qu'on voit clairement là où l'industrie a décidé de placer ses billes et les personnes dont elle a décidé de se désintéresser totalement, à savoir le corps féminin. Voilà. Alors souvent, je peux rebondir sur ça parce que c'est un argument qu'on me sort souvent et je l'entends. C'est-à-dire que oui, mais pour les études de pharmacopée, c'est-à-dire pour les études pharmaceutiques, pour mettre au point un médicament, les femmes sont derechef écartées de ces études en raison du risque de grossesse. Évidemment, vous imaginez bien, on veut pas tester des nouvelles molécules sur une femme qui risquerait d'être enceinte alors qu'on ne sait rien de cette molécule et de ce qu'elle pourrait occasionner chez le fœtus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de la santé des femmes, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait des troubles spécifiquement féminins et qui concernent, encore une fois, la moitié de la population ? On marche quand même sur la tête. Je sais pas si on se rend compte. Et alors, à votre avis, pourquoi, même si on en parle plus aujourd'hui, bien sûr, la ménopause reste quand même un vrai sujet ? Parfois même encore très difficile à poser. Je sais pas si je peux dire ça de manière aussi frontale, mais ça va de pair avec l'idée que les femmes après 50 ans ne valent plus rien, sont des moins que rien, quoi. C'est une idée terrible dans notre société et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très archaïque dans le sens où qui relève de quelque chose quasiment
de l'animal en nous, c'est-à-dire que l'idée qu'une femme qui ne peut plus avoir d'enfants dans notre société, finalement, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans cette société, et maintenant qu'elle l'a fait, maintenant qu'elle a mis au monde un petit garçon, une petite fille, 2 petits garçons, 2 petites filles qui sont adolescents, qui vont pouvoir à leur tour prolonger le cycle de la vie, cette femme ne sert plus à rien. Et il y a des études de psychologie évolutive qui sont passionnantes, qui ont essayé de comprendre en quoi la ménopause et l'homosexualité pouvaient avoir représenté un avantage évolutif au sein des tribus animales. D'après leurs conclusions qui sont passionnantes, la ménopause et l'homosexualité présentent un avantage commun qui est celui de ne pas pouvoir se reproduire et donc de pouvoir prendre en charge les éléments du groupe mineurs qui n'ont plus de parents. Et quand on remonte comme ça le fil de l'histoire, on s'aperçoit que oui, bien souvent, les femmes ménopausées avaient un rôle particulier au sein des tribus premières, qui était celui aussi de prendre soin du foyer, de prendre soin des enfants. Mais malheureusement, je crois que dans notre société productiviste, on a un petit peu oublié à quel point on a attiré des enseignements des personnes d'un certain âge. Vous avez un discours très engagé sur la santé des femmes. On parle souvent de vous comme un médecin féministe d'ailleurs. Est-ce que vous vous considérez justement comme féministe ? Moi, je suis pas féministe. Je suis homosexuel. Ça veut dire que j'ai bien conscience que de toute manière, le combat des femmes pour leurs droits et le combat des homosexuels pour leurs droits, on marche main dans la main. Et que la condition des homosexuels en France et dans le monde, elle s'améliorera si et seulement si la condition des femmes va de pair et s'améliorer également de son côté. Pardon, mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que l'homophobie est une forme de sexisme. Alors tous les sexismes ce ne sont pas de l'homophobie, mais toutes les homophobies sont une forme de sexisme. C'est-à-dire que inconsciemment chez l'homophobe, ce qu'il s'agit de faire payer chez l'homosexuel, c'est l'idée saugrenue, absurde, que l'homme homosexuel se serait abaissé à avoir une sexualité de pénétrer au lieu d'une sexualité de pénétrant. Ça c'est très 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 bien étudié par des anthropologues comme Françoise et ça c'est vraiment passionnant quoi. C'est ce qui fait que oui le combat des homosexuels pour leurs droits va de pair avec le combat des femmes pour le leur. Ensuite, moi je mets au défi n'importe quel médecin homme d'accueillir tous les jours 20-25 patients par jour et puis parmi ces 25 patients au moins 60-70% de femmes et de pas au bout de quelques années, ne pas se sentir violemment ébranlé dans la somme de privilèges qui sont les nôtres, simplement parce qu'on est né avec un pénis et des testicules. Mais oui, c'est dingue. Moi, j'étais pas du tout militant quand j'ai commencé la médecine. J'étais plutôt privilégié. Et puis c'est juste d'être sur le terrain, les mains dans le cambouis humain. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On se réveille un matin et puis on est en colère. On est en colère tout le temps, quoi. Et la société, elle traite très très mal les femmes, quoi. Moi, ça n'arrivera jamais. J'aurai jamais de femme qui va venir au cabinet médical me dire écoutez, mon mari est génial, je vis ma meilleure vie, il fait sa part à la maison, je vais vous donner 26 € de ma carte vitale pour vous avoir dit ça, quoi. Nous, on a juste les larmes, quoi. Dans vos livres, dans vos posts, vous parlez toujours des femmes comme vos frangines. Comment ça vous est venu, les frangines ? Ça vient d'où ? En tant que personne homosexuelle, j'ai énormément de femmes dans ma vie, j'ai énormément de copines, j'ai mes sœurs, et toutes ces femmes, elles comptent pour moi, elles sont toutes mes frangines. J'ai à cœur de savoir qu'elles sont heureuses, j'ai à cœur leur bien-être, et par extension, oui, les femmes dont je parle dans mes réseaux, j'ai aussi à cœur leur bien-être et leur bonheur, et donc oui, ce sont toutes des frangines dans le sens où on est tous et toutes homosexuels et femmes, on est tous dans le même bateau et ce sont, je pense, il y a beaucoup de points communs dans ces deux luttes, énormément. Christina et Baptiste sont d'accord, on ne lutte efficacement qu'ensemble. Alors restons solidaires, relevons la tête et continuons à profiter des beaux moments que la vie a à nous offrir. Un immense merci à Christina Cordula pour sa franchise et son énergie lumineuse. Sa marque de maquillage Magnifique est en vente dans toutes les parfumeries Nocibé et en ligne. Merci infiniment au médecin de famille qu'on aimerait évidemment tout avoir, Baptiste Beaulieu. Son nouveau livre, Tous les silences ne font pas le même bruit, est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. Quant
Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!